Après l'amélioration continue et le label, nous allons aborder dans cette vidéo la troisième méthode pour agir sur les impacts, à savoir la comparaison meilleure, ou le benchmarking. L'idée est que si d'autres y arrivent, il n'y a pas de raison que je n'atteigne pas ce niveau de performance. Le benchmarking peut aussi être lié au système de l'amélioration continue. En effet, si l'état des lieux montre combien l'activité consomme de ressources, il ne dit pas si cette consommation est élevée ou basse. Si on veut le savoir, il faudra comparer les chiffres obtenus avec une référence, par exemple le niveau atteint par les meilleurs. Une étude, dont les références sont sous la vidéo, a recueilli les performances environnementales d'hébergements touristiques qui ont fait des efforts particuliers en matière environnementale. En particulier, l'étude s'est concentrée sur 3 postes, l'énergie, l'eau et les déchets. Ces postes ont été choisis car en améliorant les performances de ces postes, c'est-à-dire en consommant moins, on en réduit plus les coûts. Dans les questions qui suivront cette vidéo, nous vous demanderons de retenir, par poste, 2 ordres de grandeur, les consommations moyennes et les consommations des meilleurs. J'ai la conviction qu'en ayant quelques références solides, vous pourrez très vite savoir si votre activité est très proche ou très éloignée des performances des meilleurs, ce qui est une puissante motivation à agir ou pas. Voici donc les premiers résultats de cette étude. Ce tableau numéro 1 présente la consommation d'énergie des hôtels en fonction de leur nombre d'étoiles. On voit ici que la moyenne de consommation d'énergie des hôtels, électricité et combustible réunis, tourne autour de 75 à 100 kWh par nuitée. On voit aussi que les meilleurs consomment seulement entre 30 et 60 kWh par nuitée. Pour les hébergements type Bed and Breakfast, si la consommation énergétique moyenne varie entre 50 et 25 kWh par nuitée, les meilleurs se situent entre 20 et 30 kWh par nuitée. L'étude donne des chiffres plus précis sur des activités consommatrices d'énergie. Ces chiffres peuvent être très utiles lorsqu'on lance un programme d'action. Ils concernent par exemple la quantité d'énergie par kilo de textile lavé, le pourcentage d'énergie renouvelable consommée, etc. Passons maintenant au poste de l'eau. On voit que les hôtels consomment en moyenne entre 350 et 600 litres par nuitée. Les meilleurs limitent leur consommation entre 200 et 300 litres par nuitée. Pour les Bed and Breakfast, si la moyenne varie entre 100 et 300 litres par nuitée, les meilleurs entre 100 et 200 litres par nuitée. Un Wallon consomme en moyenne 100 litres par jour à son domicile et un Français 148. Pour l'eau aussi, il existe des références plus précises pour planifier ces actions. Par exemple, il existe des douches dont le débit d'eau est inférieur à 7 litres par minute et des robinets avec un débit inférieur à 4 litres par minute. Les anciennes chasses d'eau, qui consommaient 10 litres par usage, peuvent aujourd'hui être remplacées par des WC double flux évacuant 3 ou 6 litres selon l'usage. Quant aux meilleures laveries, elles consomment moins de 5 litres d'eau par kilo de textile lavé. Passons maintenant au poste des déchets. La production moyenne de déchets dans les hôtels est de 2 kg par nuitée, dont 1 kg de tout venant et 1 kg de recyclable. Les meilleurs parviennent à réduire la quantité totale de déchets à 600 grammes par nuitée, dont seulement un quart, soit 160 grammes, de tout venant et tout le reste, environ 3 quarts, sont des déchets recyclables. En synthèse, retenons donc que, pour l'énergie, 100 kWh par nuitée en moyenne et 30 pour les meilleurs. Pour l'eau, 400 litres par nuitée en moyenne, 200 à 100 litres pour les meilleurs. Pour les déchets, 1 kg de tout venant en moyenne, 160 grammes pour les meilleurs. Nous venons de voir 3 méthodes rigoureuses de gestion environnementale qui, appliquées méthodiquement, mènent certainement à des améliorations environnementales. Quelles conclusions retenir si on les compare? Premièrement, alors que théoriquement elles devraient être assez différentes, elles ne le sont pas tellement dans la pratique et tournent tout autour du Plan Do Check Act, soit l'amélioration continue. En effet, le label ne parvenant pas à imposer des performances par touriste ou par nuitée, il ne peut qu'imposer des performances par appareil utilisé. Pour compenser cet inconvénient, il impose un système d'amélioration continue. De son côté, le benchmark lui-même a tout intérêt à s'insérer dans un système d'amélioration continue s'il veut être efficace. Aussi, le système d'amélioration continue, dont les objectifs sont basés sur le benchmark, est un des systèmes les plus performants. Certains labels tentent d'ailleurs de faire cela. Deuxièmement, la différence d'influence sur les impacts du tourisme n'est dès lors pas vraiment fonction de la méthode choisie, mais plutôt des objectifs que l'opérateur veut atteindre et ensuite d'une bonne gestion de projet.
Il est faux de croire que seules 3 méthodes existent pour gérer l'environnement. Néanmoins, les autres méthodes qui existent sont spécifiques et s'adressent plus à de grandes entreprises. Je pense par exemple aux méthodes Lean, Balance Scorecard, EFQM, etc. Pour ceux que cela passionne, une référence se trouve sous la vidéo. Nous savons maintenant que nous pouvons améliorer les performances environnementales. Cependant, pour être sûr d'arriver au résultat, nous devons utiliser une méthode rigoureuse employant l'amélioration continue. La même méthode est à utiliser pour le social et l'économique. Mais avons-nous intérêt à le faire? Est-ce que cela va améliorer la rentabilité de notre activité touristique? C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.